Dans cette vidéo, nous allons, pour introduire le thème de géologie de première spécialité SVT, nous allons commencer par nous intéresser au contraste entre les continents et les océans. Dans ce cours, nous allons répondre à deux questions. La première, c'est comment sait-on depuis la fin du 19e siècle qu'il existe deux croûtes? Et ensuite, quelles sont les différences entre ces deux croûtes? Tout d'abord, comment sait-on depuis la fin du 19e siècle qu'il existe deux croûtes? Alors, il faut se projeter dans le passé. Jusqu'au 19e siècle, on connaissait le relief continental, on savait qu'il y avait grosso modo des plaines et puis des montagnes comme les Alpes ou les Pyrénées, mais on n'avait absolument aucune idée de ce qu'était le relief sous l'eau. Et à partir de 1854, on va commencer à savoir ce qu'il y a sous l'eau par une astuce un petit peu, c'est qu'on va commencer à tirer des câbles, notamment pour le télégraphe, notamment au début entre l'Europe et l'Amérique. Donc on a des bateaux, alors voilà un bateau moderne. Là, il s'agit d'une ligne électrique, mais on tire encore, et plus que jamais aujourd'hui, des câbles sous-marins qui traversent les océans. Donc ici, vous avez un exemple de bateau avec un énorme rouleau qui déroule des câbles. Et donc forcément, ces câbles, voilà, donc ça c'est un exemple de ligne électrique, mais il y a aussi des lignes de télécommunication qui sont très très répandues, qui traversent les océans. Et donc ces câbles sont déroulés par les bateaux, et forcément, en fonction de la profondeur, le câble qui est extrêmement lourd va tomber au fond. Et plus c'est profond, et plus il va falloir dérouler du câble. Et donc en faisant ça, on a commencé entre l'Europe et l'Amérique à savoir quelle était la profondeur de l'eau sur cet océan. Et évidemment, ça nous a donné des informations, et c'est comme ça qu'on a pu établir qu'il existait des reliefs sous l'eau, et commencer à établir un vocabulaire descriptif. Donc évidemment, on connaît les chaînes de montagnes et les plateaux, les plaines au niveau continental, mais là on s'est rendu compte qu'il existait des figures sous l'eau, avec premièrement, en fait quand on part d'un continent, on a une chaîne de montagnes. Cette chaîne de montagnes va être à côté d'une plaine. Bon, c'est un schéma théorique, hein, on observe deux types de reliefs. Et puis on a découvert que souvent, au large, le plateau continental continue, c'est-à-dire qu'en fait la profondeur de l'eau augmente tout doucement en mesure qu'on s'éloigne vers le large, jusqu'à un endroit où ça augmente assez brutalement, et ça on a appelé ça le talus continental. Au pied du talus continental, on retrouve des plaines qui se trouvent approximativement à 5000 mètres de profondeur. Ces plaines sont immenses, et on a appelé ça des plaines abyssales. Au milieu de ces immenses plaines, il y a parfois des reliefs. C'est des montagnes sous-marines, alors on est en négatif, mais vous voyez que c'est des reliefs qui peuvent faire 1000 mètres de haut, donc on passe de moins 5000 à moins 4000 mètres. Et ces reliefs, qui sont assez fréquemment au milieu des océans, c'est le cas au niveau de l'Atlantique, même si ce n'est pas toujours le cas, on a appelé ça des dorsales. Donc ces espèces de petites montagnes sous-marines qui sont souvent actives au niveau volcanique. Ensuite, au-delà des plaines abyssales, on trouve aussi à certains endroits, mais pas partout, au pied du talus, il peut y avoir une autre forme que celle que je vous ai présentée là, qu'on appelle une fosse océanique. À ce moment-là, c'est un creux, c'est une fosse qui peut être extrêmement profonde, c'est là où on trouve les lieux les plus profonds du globe, et on descend au niveau de la fosse des Mariannes vers le Japon à pratiquement 12 km de profondeur sous l'eau, sous le niveau de la mer. Donc ça s'appelle des fosses océaniques qui donnent au pied d'un talus. Puis on retrouve ici les plateaux continentaux et les chaînes de montagnes. Voilà, vous avez ici un certain vocabulaire que vous apprendrez par cœur, qui vous permet de décrire le relief terrestre. Après, en tirant des câbles un peu de partout, on a pu aussi étudier la fréquence de ces différentes figures. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de plaines abyssales, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup, est-ce qu'il y a beaucoup de dorsales, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Et on a pu établir, dès la fin du 19e siècle, une carte de répartition des fréquences des altitudes. C'est la carte qui est ici en très complet. C'est un document historique de la fin du 19e. Là, ici, on voit qu'il y a deux altitudes qui sont plus représentées. Grosso modo, les plaines qui sont entre 0 et 300-400 mètres d'altitude sont très fréquentes à la surface du globe. Et on voit bien qu'il y a beaucoup, en France, il n'y a qu'à regarder la France, il y a énormément de plaines entre 0 et 300-400 mètres d'altitude. Donc c'est une altitude qui, pour ce qui concerne les terres émergées, est très fréquente, et on s'en est aperçu. Pour ce qui concerne les terres immergées, on s'est aperçu que l'altitude la plus fréquente, c'est autour de 5000 mètres de profondeur, un peu moins, et ça correspond en fait aux plaines abyssales, qui sont le type de relief le plus représenté sous terre. Alors ça, c'était des données statistiques issues des câbles télégraphiques. Aujourd'hui, les données satellitaires nous donnent des chiffres plus précis, qui confirment tout à fait déjà le travail qui avait été fait à partir des profondeurs de câbles, à savoir que la classe d'altitude entre 0 et 1000 mètres, pour les terres émergées, est clairement la classe la plus fréquente. On a ici cette courbe qui présente un pic à cet endroit-là, et puis on a une deuxième courbe pour les terres immergées qui présente un pic entre 4000 et 5000 mètres
de profondeur. Alors, dès le 19e siècle, les statisticiens observant cette courbe à deux pics en ont conclu quelque chose. Et ce quelque chose, on va, pour le comprendre, faire un détour par un autre sujet qui n'a rien à voir, qui est la taille dans, par exemple, une population comme la population française, la taille des êtres humains. Donc les Français ont tous une taille, et on peut aussi faire une courbe représentant la fréquence des tailles. Alors évidemment, il y a très peu de gens qui sont très très petits, il y a très peu de gens qui sont très 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 grands, et puis il y a des tailles qui sont plus fréquentes. Et là, quand on fait cette courbe pour une population comme la population française, on s'aperçoit qu'il y a deux pics dans la courbe, et en fait ces deux pics, qui sont pas des moyennes, parce que la moyenne elle est par là, on appelle ça des modes. Et à quoi ça correspond? En fait, ça correspond à la moyenne de taille des femmes et à la moyenne de taille des hommes. C'est-à-dire que quand on a une répartition comme ça, qu'on appelle bimodale, bi pour deux et modal pour mode, c'est-à-dire deux pics, dans une population, pour un caractère, ça veut dire qu'en fait, dans cette population, il y a deux sous-populations. Pour ce qui concerne les tailles, il y a les femmes et il y a les hommes. Alors bien sûr, il y a des femmes qui sont plus grandes que la moyenne des hommes, et il y a des hommes qui sont plus petits que la moyenne des femmes. Mais on a cette répartition statistique, cette courbe qu'on appelle une courbe de Gauss, mais avec deux modes, donc une double courbe de Gauss en fait, en maths. Ce qui est intéressant, c'est simplement qu'elle nous dit que dans notre population, dans ce qu'on étudie, il y a deux choses de deux natures différentes, en l'occurrence les femmes et les hommes. Et donc, quand on revient à notre étude de la croûte, dès la fin du 19e siècle, par un raisonnement statistique, on a pu en déduire qu'il existait deux sortes de croûtes. Et donc voilà comment on a pu savoir, dès le 19e siècle, qu'il existait deux sortes de croûtes. Maintenant, on va voir quelles sont les différences entre ces deux croûtes. Ces différences sont de trois ordres. Le premier type de différence, c'est différence de densité. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la densité? Pour comprendre ce que c'est que la densité, on va faire un détour par une autre notion qui est très reliée, qui s'appelle la masse volumique. Qu'est-ce que c'est que la masse volumique? C'est tout simplement la masse divisée par le volume d'un objet. Donc j'ai représenté ici les dimensions. Le volume, c'est une distance au cube. Donc du coup, une masse divisée par le volume, c'est ça qu'on appelle la masse volumique. Donc ça se mesure, par exemple, je donne un exemple, on peut prendre en système international en kilos par mètre cube. La masse volumique du plomb est plus importante que la masse volumique d'une plume. Voilà, c'est la masse de l'objet rapportée à son volume. Comment on fait ça en travaux pratiques en SVT? On a fréquemment l'usage de faire cette petite expérience. Pour mesurer la masse volumique d'un caillou, on pèse ce caillou, on voit qu'il a une certaine masse en grammes, et puis ensuite on va aussi regarder le volume du caillou. Alors pour ça, on a l'astuce en fait de le plonger dans l'eau et d'étudier la variation du niveau d'eau, ce qui va nous donner un volume en litres qu'on peut après ramener en système international en centimètres cubes par exemple. Et donc on va pouvoir, par ces deux mesures, faire le rapport entre la masse divisée par le volume de ce caillou. Quand on fait ce travail, on a l'habitude, après, pour pouvoir comparer les cailloux, de diviser ce chiffre par la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau étant de 1 g par centimètre cube, ou dit autrement, d'1 kg par litre. C'est-à-dire qu'un litre d'eau, ça pèse 1 kg. Et donc quand on fait cette division, c'est là qu'on obtient ce qu'on appelle la densité. Donc la densité, c'est la masse volumique d'un objet, celui qu'on étudie, divisé par la masse volumique de l'eau. Donc comme on divise deux choses qui sont identiques, on n'a pas d'unité, c'est un rapport sans unité, et ça donne un chiffre. Donc là encore, la plume a une masse volumique plus faible que le plomb. C'est-à-dire qu'on a simplement, à chaque fois, rapporté ça à la masse volumique de l'eau. L'information importante, c'est que quand on fait ce travail sur les roches de la croûte continentale et de la croûte océanique, on voit que la croûte continentale a une densité un peu plus faible que la croûte océanique. Vous apprendrez par cœur que la densité moyenne de la croûte continentale est de 2,6, quand la densité moyenne de la croûte océanique est de 2,8. Deuxième type de différence, différence d'épaisseur. Alors qui dit épaisseur dit comment savoir. Première idée très simple, je fais un trou, je fais un forage, je vais regarder jusqu'où ça va. C'est ce qui paraît le plus simple, mais techniquement c'est ce qui est en fait le plus compliqué, dans la mesure où en réalité les profondeurs de croûte déjà, pourtant c'est la partie la plus superficielle du globe, mais déjà dépassent un peu nos capacités de forage. Donc quand on fait des trous, on arrive rarement en bas, donc on a des informations intéressantes grâce à ces forages, mais souvent on n'arrive pas jusqu'en bas. Alors du coup on utilise une autre technique qui est l'analyse du trajet des ondes sismiques. En l'occurrence, une sous-catégorie de l'étude de ces ondes sismiques qu'on appelle la sismique réflexion, qui consiste à repérer, grâce à l'étude des ondes sismiques, je ne développe pas plus les méthodes parce qu'on les verra plus tard, à repérer en fait des réflecteurs, c'est-à-dire des endroits où les ondes sismiques rebondissent. Et c'est comme ça que, dès le début du XXe siècle, un monsieur qui s'appelle Moho a trouvé, par cette étude des ondes sismiques, la base des croûtes, et a pu établir l'épaisseur des croûtes, de la croûte notamment continentale, mais aussi océanique.
Alors, pour ce qui concerne la croûte océanique, c'est plus compliqué, parce que forcément, on peut difficilement y avoir, encore plus difficilement y avoir accès, puisque c'est sous l'eau. Et là, il y a un endroit intéressant qui historiquement a apporté pas mal d'informations assez tôt dans la découverte de tous ces éléments, deuxième partie du XXe siècle, c'est la faille de Vema. C'est un endroit où vous avez grosso modo un décroché comme ça, des structures géologiques, qui fait qu'on a une espèce de coupe en falaise visible de la croûte océanique. Et là, ça nous a donné pas mal d'informations sur comment était faite la croûte océanique, au moins à cet endroit-là. Alors, la conclusion de tout ça, c'est très simple. La croûte continentale, on va faire des moyennes, c'est à peu près 30 km de profondeur. La croûte océanique, c'est beaucoup moins épais, c'est à peu près 7 km d'épaisseur. Donc, on a une croûte continentale qui est nettement plus épaisse avec 30 km que la croûte océanique avec 7 km. Donc, troisième type de différence, la question de la composition. Alors, pour la composition, ben, là, du coup, par contre, avant, il faut que je vous explique qu'il existe trois grands types de roches, en général. Tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires, c'est quand vous avez des particules, des morceaux qui vont se déposer, souvent au fond de l'eau, mais pas tout le temps, qui vont s'accumuler, s'empiler, se coller les unes aux autres avec un ciment, et ça s'appelle une roche sédimentaire. Premier type de roche. Deuxième type de roche, ça va être toutes les roches qui sont issues d'un magma. Donc, vous savez ce que c'est qu'un magma, c'est de la roche en fusion. Lorsque cette roche en fusion va solidifier, ça s'appelle une roche magmatique. Il y a deux sortes de roches magmatiques, soit ça sort assez brutalement, ou ça sort en surface, même en coulant lentement, enfin ça arrive jusqu'à la surface, à ce moment-là ça va sortir dans ce qu'on appelle un volcan, donc on appelle ça une roche magmatique volcanique. Soit le magma va pas arriver jusqu'à la surface, il va s'arrêter avant, il va refroidir plus doucement, se solidifier plus doucement, ça va s'appeler encore une roche magmatique, mais à ce moment-là on appelle ça une roche magmatique plutonique. Bref, c'était une deuxième sorte de roche, les roches magmatiques sont issues du refroidissement d'un magma. Troisième type de roche, c'est les roches métamorphiques. Les roches métamorphiques, ce sont des roches qui au départ peuvent être n'importe quel autre type de roche, ça peut être une ancienne roche sédimentaire, une ancienne roche magmatique, ou une ancienne roche elle-même déjà métamorphique, qui va être modifiée, notamment sous l'effet de la température et de la pression. Donc quand vous prenez un caillou, quel qu'il soit, que vous le soumettez à des conditions de température et de pression croissantes, un peu importantes, qu'il se modifie, c'est-à-dire qu'il y a des recristallisations, il y a des réactions chimiques entre les minéraux adjacents, il peut y avoir l'apparition d'un litage, des réorientations de minéraux. Quand vous avez tous ces phénomènes-là, mais que la roche ne fond pas, à ce moment-là, on appelle ça une roche métamorphique. Si elle fond, à ce moment-là, on passe dans le mode roche magmatique. Donc voilà les trois grandes sortes de roches, sédimentaires, métamorphiques et magmatiques. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans les deux différentes croûtes? Alors pour ça, on va commencer par regarder ce qui est plus facile, c'est la croûte continentale en surface. Vous avez ici un document, qui est un document très important et intéressant en géologie, c'est la carte de France géologique. Alors c'est la somme d'un travail immense de milliers de géologues depuis plusieurs siècles, je devrais dire. Vous avez des couleurs qui sont plutôt reliées aux âges, des petits figurés quand on regarde en détail. Sans rentrer plus dans le détail, sur ce document, vous voyez énormément de diversité de couleurs. Bon, ben, c'est très simple. Il y a effectivement une immense diversité de roches, des sédimentaires, des magmatiques, des métamorphiques, qu'on trouve extrêmement variées en surface de croûte continentale. Donc c'est très varié, très compliqué. Par contre, quand je reviens sur mon forage, quand on rentre en profondeur, là, on observe à peu près toujours le même genre de choses. On tombe toujours, au bout d'une certaine profondeur, sur des roches qui sont plutôt de la famille des granites. Donc voilà, granit ou s'approchant des granites, on va s'appeler ça des granitoïdes. Donc voilà, la croûte continentale, finalement, mis à part la diversité en surface, on a quand même massivement une roche à repérer qui s'appelle le granit et ce qui le ressemble. Pour ce qui concerne la croûte océanique, ben on va retourner sur notre faille de Vema, et là, on trouve deux roches qui sont quand même importantes, que sont les basaltes, qui sont ici dans des nuances de bleu, et les gabbros, qui sont dans des nuances de violet. Donc, basalte et gabbro, c'est des roches qu'on va repérer comme étant les principaux composants de la croûte océanique. Si je détaille un petit peu ces différents types de cailloux, voici ici des échantillons de granit, de basalte et de gabbro. Quand on regarde un petit peu ces cailloux, si je regarde un peu les granites, bah, comme par hasard on a une densité qui est autour de 2,6, c'est logique, et j'observe des minéraux comme les quartz, les feldspaths et les micas. Pour ce qui concerne les basaltes et les gabbros, je retrouve une densité de 2,8, je ne suis pas étonné. Je retrouve des minéraux comme le feldspath plagioclase, le pyroxène. Là, vous repérez que dans ces deux roches, on retrouve les mêmes minéraux. En réalité, vous avez étudié ça en enseignement scientifique. Ces roches, basaltes et gabbros, pour le coup, qui font toutes les deux parties de la croûte océanique, ont la même composition chimique, simplement il y en a une qui a refroidi rapidement et qui donne une roche à structure microlithique, c'est le cas du basalte, et l'autre c'est du magma, le même magma, refroidi plus lentement en profondeur, ça va être une roche du coup plutonique, et avec une roche grenue, des cristaux, donc c'est le gabbro. Donc basalte et gabbro ont la même composition chimique, donc ont la même densité, ont les mêmes minéraux, simplement une différence au niveau de la cristallisation.
Voilà, si je regarde un petit peu plus en détail, je peux retenir aussi que les granites sont un peu plus clairs et moins denses que les basaltes, qui sont plus foncés et plus denses. Au niveau des atomes et des molécules, on retrouve moins de fer, moins de magnésium aussi, j'aurais pu le dire, au niveau des granites que dans les basaltes et gabbros, et on retrouve plus de silice SiO2, qui est un composant important de ces minéraux, on retrouve un peu plus dans les granites que dans les basaltes et gabbros. Finalement, l'information importante en termes de pétrologie, la pétrologie étant l'étude des roches, c'est que la croûte continentale, c'est essentiellement des granites, la croûte océanique, c'est essentiellement des basaltes et des gabbros. Voilà, je vous remercie de votre attention.